chargé de Attends, ça projet marche. chez OK. Ada Service Conseil. Ça va? OK. Donc ensuite, le clou du spectacle, bien sûr. Félix, on t'entend plus. En tout cas, moi, de mon côté, je t'entends plus. Fait que. OK. Ouais. C'est bon. Ah, t'es revenu. Parfait. C'est bon. Oui, On a perdu les derniers un petit 30 peu, désolé. secondes. Parfait. Oui, excusez-moi. Donc, l'ordre du jour, je ne sais pas ce que j'ai manqué, mais je voulais juste préciser à la fin là, que je fais un petit mot de la fin. J'ai quelque chose à vous parler aussi. Et puis, il y aura la période de questions qui débordera peut-être un petit peu de 13 heures pour ceux qui le veulent. Alors, sans plus tarder, je passe. Je voulais en fait vous parler brièvement d'Ada Service Conseil, qui offre du service conseil en développement durable pour tout type d'organisation. Donc, on veut vraiment aider les entreprises, les organisations à prendre un virage éco-responsable. Et puis, une des stratégies pour faire ça, c'est la plateforme Espace DD. C'est le projet là, que je mène avec ma collègue Charlotte, qui est juste à côté. Et puis, donc, sur cet espace-là, vous trouvez des ressources, des outils, des événements comme celui d'aujourd'hui. Puis l'idée, c'est la même chose, c'est vous aider à prendre un virage éco-responsable ou à continuer votre démarche qui est en cours. Alors, si vous avez des questions par rapport à ça, visitez espacedd.ca ou contactez-moi ou Charlotte pour avoir un peu plus d'informations. Alors, nous sommes rendus à ce qu'on est venu voir aujourd'hui. Donc, Chantal, je te passe la balle. Merci beaucoup. À bientôt. Parfait, merci Félix. Donc, je vais partager mon écran à mon tour. Donc, Félix, dis-moi si tout fonctionne de votre côté. C'est bon? Oui, ça marche bien. C'est bon, donc on est parti. Bonjour à tous et à toutes, puis merci vraiment de votre participation en si grand nombre là, à ce webinaire. Donc, votre présence vraiment aujourd'hui le révèle que vous êtes sans doute là, préoccupés par les changements climatiques sur vos entreprises, sur vos organisations. Donc, il me fait vraiment plaisir aujourd'hui là, de vous parler de l'adaptation des entreprises face aux changements climatiques, pour lequel l'objectif est vraiment de vous donner là, une meilleure compréhension de ce qu'est l'adaptation au changement climatique, mais comment aussi l'intégrer là, dans vos organisations. Juste avant de commencer, là, je voulais souligner que je suis accompagnée de deux de mes collègues qui sont coordonnatrices de la programmation scientifique en adaptation, donc Laurence Coulombe qui est liée au secteur touristique et Ève Bourgeois qui est liée à la priorité d'adaptation en économie. Donc, Laurence et Ève là, vont intervenir là, à la fin aux besoins, là, à la période d'échange puis de questions, parce que Félix, je ne me rappelle pas si tu l'as dit, mais il va y avoir une période de questions là, uniquement à la fin, mais on vous encourage quand même, au fur et à mesure de la présentation, de mettre vos questions dans la zone de clavardage, là, dans l'espèce de chat, là. Comme ça, on pourrait y revenir là, lorsque la présentation va être terminée. Donc, débutons maintenant avec un bilan de l'année 2023. Vous avez ici une étude là, qui a été réalisée justement en 2023 là, auprès de 700 PME au Canada, et ce sondage-là révèle que 60% des PME canadiennes ont été touchées par des événements météorologiques extrêmes, notamment les feux de forêt, les inondations, des vagues de chaleur, et ça uniquement au cours de la dernière année. 51% également ont connu une hausse importante de leurs coûts globaux et 44% ont eu une perte directe là, de revenus, et ça seulement là, au cours de l'année 2023. Donc, des constats quand même assez préoccupants des impacts des changements climatiques sur les entreprises. Au Québec, l'année 2023 a aussi été marquée par une série d'événements extrêmes, là. Ces événements-là ont eu des impacts dans le secteur touristique. Comme vous le voyez, là, le secteur touristique a fait les manchettes régulièrement au cours de l'année 2023. Juste pour rappel, on recule un peu en décembre 2022. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il y a eu quand même des dégâts majeurs dans plusieurs régions, et ça durant la période là,
du temps des fêtes, là, en raison vraiment des vents violents. Il y a eu des chutes d'arbres qui ont entraîné la fermeture de nombreux sentiers. Il y a eu des interruptions d'activités hivernales, notamment en raison de pannes de courant puis des dommages liés au milieu naturel. Pour certaines régions, par contre, ça a été des épisodes de pluie hivernale qui ont rendu des conditions de glisse difficiles, voire même des fermetures temporaires d'établissements, dont des stations de ski. Puis bon, on dirait que l'histoire se répète cette semaine. Donc, on vit encore un peu ces extrêmes-là, donc des épisodes de fortes pluies intenses, des gros redoux et ensuite une période vraiment, là, une chute drastique des températures. Donc, l'histoire un peu se répète. Mais si on revient encore au printemps dernier, juste pour rappel, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les inondations quand même majeures qui sont survenues dans la région de Baie-Saint-Paul, où il y a des infrastructures touristiques qui ont été lourdement endommagées, et ça, là, quelques semaines là, avant la saison touristique. Maintenant, si on regarde au niveau de l'été 2023, ce qui s'est passé, ben, c'est vraiment les feux de forêt là, qui ont vraiment marqué là, la période estivale au Québec qui a entraîné vraiment un arrêt des activités dans les secteurs qui étaient à risque, là, et notamment les pourvoiries ont été très, très touchés parce que c'était durant leur haute saison de pêche. Au mois de juillet, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, c'était un été assez pluvieux et orageux. Donc, les fortes pluies qu'on a eues dans certains secteurs, ça a entraîné des inondations quand même soudaines, là, puis ça a entraîné même des fermetures temporaires de certains parcs, des annulations également d'activités extérieures pour certains grands festivals, si on pense notamment au Festival d'été de Québec qui ont dû même annuler une journée et la reporter un peu plus tard. Donc, vous voyez, là, il y a sûrement d'autres événements que j'aurais pu mettre dans le bilan 2023, notamment dans vos régions, le plus spécifiquement dans l'Estrie, dans le sud du Québec. Je sais qu'il y a eu un épisode de pluie verglaçante assez importante là, en avril 2023. Puis il y a cet hiver, en fait, qui a un manque de neige criant un peu partout là, au Québec, là. Puis il y a des nombreux redoux, donc il faut vraiment le conjuguer avec tous les événements auxquels l'industrie fait face. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à l'échelle planétaire, l'année 2023 bat également tous les records. Selon les données de l'Observatoire européen Copernicus qui remontent jusqu'en 1850, 2023 est l'année vraiment la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. Puis on s'est approché vraiment de la limite là, symbolique là, par les scientifiques là, qui est le 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, ce qu'on a vécu un peu au courant de l'année 2023, ça nous donne un peu en quelque sorte là, un aperçu des impacts d'une température qui pourrait être autour de ce seuil-là. Là. Donc, face à ces constats-là, chaque degré vraiment compte. Là. De là, l'importance d'accélérer nos efforts à la lutte au changement climatique. Hein. Puis ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'atténuation pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour éviter l'ingérable, et l'adaptation pour réduire nos risques et pour surtout gérer l'inévitable. Cette complémentarité-là entre atténuation et adaptation est d'autant plus importante pour le secteur touristique pour notamment assurer sa résilience climatique. Vous avez un peu un schéma qui illustre un peu le cercle là, où que tout est relié là, entre le climat et les activités humaines. En effet, là, le secteur touristique a un certain impact négatif sur le climat parce qu'il est une source un peu importante également d'émissions de GES, qui est la cause des changements climatiques, si on peut penser notamment au transport qui est utilisé pour aller vers une destination. Hein. Et le secteur touristique on subit quand même ces effets-là, ces impacts-là, notamment sous forme de stress. Quand on parle de hausse graduelle de température ou de hausse du niveau de la mer, ou même de chocs climatiques comme les redoux qu'on a connus cette semaine, les pluies qu'on a connues cette semaine, ou des inondations, ou même des épisodes de verglas. Donc, il est vraiment important d'agir sur ces deux axes-là, soit l'atténuation qui est des actions pour réduire les émissions de GES et l'adaptation pour réduire les impacts.
Bien que ces deux approches-là sont importantes, là, pour la prochaine heure, je vais uniquement m'attarder sur l'adaptation des changements climatiques, qui est vraiment le sujet principal de la présentation d'aujourd'hui. Donc, au cours de la prochaine heure, on va discuter de 3 éléments. Le premier, c'est qu'on va aborder les changements climatiques au Québec. Donc, quel est le climat futur pour le Québec? Quels sont les impacts sur les entreprises? Ensuite, on va vous parler de l'adaptation au changement climatique par une présentation d'une démarche d'adaptation, son importance, puis les différentes étapes pour réaliser cette démarche d'adaptation-là. Puis on va terminer avec par une étude de cas pour vous expliquer un peu concrètement là, par où commencer cette démarche d'adaptation-là via notamment un diagnostic de risques et opportunités. À 2 reprises, on va également vous poser quelques questions pour échanger sur vos réalités face au changement climatique. C'est des questions en ligne, donc on gardera en tête un peu les réponses, puis on pourra y revenir là, à la fin, durant la période de questions, sur les réponses que vous avez mentionnées. Donc, on commence ce premier bloc justement avec une première question. Quels sont, puis là, je demanderai peut-être à Charlotte d'afficher la question en ligne pour que les participants puissent y répondre. Donc, la question, c'est quels phénomènes climatiques ont entraîné des impacts sur votre organisation au cours des 5 dernières années? Donc, on vous demande le top 3. Charlotte, je ne sais pas si tu arrives à mettre le sondage en ligne parce que je ne le vois pas présentement de mon côté. Félix, je ne t'entends pas. Oui, pardon. Oui, Charlotte a activé le sondage, il est parti. OK. Puis je crois que tu vas avoir accès aux résultats à la fin, sinon on pourra faire un peu un portrait là, à ce moment-là. OK. Fait que juste me dire quand les gens vont avoir terminé d'y répondre. Là, moi, présentement, je ne vois aucun résultat s'afficher, puis aucune question qui s'est affichée à l'écran. Là, fait que... De mon côté, je vois les questions. Parfait, super. Donc, on vous invite à y répondre. Puis moi, je vais poursuivre, puis on pourra y revenir à la fin là, en fonction un peu des résultats. Donc, vague de chaleur, vague de froid, précipitation extrême. J'ai hâte de voir en fait les résultats, mais ce qu'il faut aussi se poser comme question, c'est est-ce que ces phénomènes-là qui ont impacté votre organisation dans le passé vont s'accentuer dans le futur? Puis est-ce que également l'ensemble des régions touristiques du Québec vont être touchées un peu de la même façon? Puis quels sont les impacts des changements climatiques sur les entreprises? Donc, on commence un peu avec un portrait du climat futur pour le Québec. Vous avez ici illustré l'évolution des températures moyennes annuelles de l'ensemble du Québec pour la période de 1950 à 2100 selon 2 scénarios d'émissions, soit un scénario élevé qui est la partie rosée là, du graphique et un scénario intermédiaire qui est la partie orangée du graphique. Donc, pour le Québec, la hausse des températures d'ici 2100 pourrait atteindre là, de 1,2 degrés à 3 degrés Celsius de plus selon ces 2 scénarios-là. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine incertitude qui demeure dans l'ampleur de cette hausse-là. Toutefois, là, les 2 scénarios pointent quand même vers une hausse. Donc, un élément à considérer ici. Et voyons maintenant comment cette hausse-là va se répartir sur l'ensemble du territoire québécois. Donc, vous avez ici encore la moyenne annuelle des températures du Québec pour la période de référence 91-2020, qui est le carton de gauche, puis pour la période future 2021-2050, pardon, concernant le carton de droite. Donc, rapidement, ce comparatif-là entre 2 périodes là, permet de constater que la moyenne annuelle des températures est vraiment pas uniforme partout. Là. Vous voyez qu'il y a un patron spatial qui se dessine nord-sud, autant en changement projeté qu'en moyenne historique. Et par exemple, en changement projeté, on peut s'attendre pour le nord du Québec à Saluette, notamment, une hausse de plus de 1,7 degrés d'ici 2050, tandis qu'à Montréal, ça pourrait être de plus de 1,4 degrés d'ici 2050.
Donc, ça, c'est à propos des températures. Donc, ça nous dresse quand même un portrait de ce qui nous attend au niveau des températures. Voyons maintenant au niveau des précipitations. Donc, vous avez la même illustration, mais ici, dans ce cas-ci, pour le total annuel des précipitations, encore là, pour la période de référence à gauche, puis la période future à droite. Bon, tout comme la température, on voit aussi que les précipitations représentent une hausse en climat futur et varient beaucoup d'une région à l'autre. Par exemple, dans les régions plus nordiques, on s'attend à une augmentation des précipitations à plus de 49 mm en 2050, tandis qu'à Montréal, ça serait autour de 54 mm. Donc, les résultats présentés pour la température que je viens de vous présenter et pour la précipitation montrent vraiment une hausse là, de leur moyenne annuelle. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces tendances-là de moyenne annuelle sont les mêmes selon les saisons? Qu'en est-il aussi des extrêmes, là, comme avec des fortes pluies ou même des vagues de chaleur qu'on connaît durant l'été ou même au niveau des précipitations neigeuses? Donc, on a le privilège au Québec d'avoir 4 saisons, hein? Donc, les températures et les précipitations, on le sait, varient quand même considérablement d'une saison à l'autre. Donc, vous avez ici les changements à venir qui fait là, le plus un consensus scientifique, et ça pour l'ensemble du Québec. J'insiste ici pour l'ensemble du Québec, car comme qu'on vient de voir précédemment, ces changements-là à venir, puis qu'on observe même déjà aujourd'hui, varient vraiment selon les régions, là, par exemple les régions plus au nord versus au sud. Mais pour l'ensemble du Québec, ce qu'on s'attend, notamment si on commence par la température, bien, au printemps, une légère augmentation des températures moyennes. À l'été, une hausse des chauds extrêmes. À l'automne, une augmentation au niveau de la saison chaude, et à l'hiver, une hausse des cycles de gel-dégel, de redoux également, mais une baisse dans les froids extrêmes. Maintenant, si on la regarde au niveau des précipitations pour l'ensemble du Québec, on s'attend à une hausse des précipitations totales, mais petite nuance, là, moins de neige ici, plus de pluie au printemps. À l'été et à l'automne, ça serait une hausse des pluies extrêmes, autant dans la fréquence et l'intensité. Et en hiver, ben, c'est une baisse de l'enneigement, spécifiquement pour les régions près du fleuve, mais les régions également plus au sud. Donc, ça nous donne un peu un portrait là, de l'ensemble du Québec, tant au niveau saisonnier qu'au niveau, au niveau de l'échelle du Québec. Donc, on vient de voir, c'est ça, les températures et les précipitations, mais vu que vous êtes beaucoup de la région de l'Estrie, ben c'est intéressant également de vous montrer un portrait de ce qu'on s'attend là, pour la région de l'Estrie. Donc, vous avez ici un tableau synthèse, là, il y a beaucoup d'informations, mais c'est vraiment une synthèse là, une synthèse régionale de 3 variables climatiques, donc la température, période de gel-dégel et précipitation. Et on a de l'information sur les tendances, et ce pour différentes projections. Donc, je veux juste un peu qu'on retire un peu de cette information-là, là, quelques grands constats, notamment les tendances régionales par rapport à ces 3 variables-là. Donc, au niveau des températures, on s'attend à une hausse pour tous les indicateurs, hein, que ce soit la moyenne annuelle, les vagues de chaleur ou même les moyennes selon les saisons. Par rapport aux périodes de gel-dégel, on s'attend il y a une tendance en fait à la baisse pour l'ensemble des indicateurs, à l'exception de la saison hivernale. Puis au niveau des précipitations, c'est une baisse des précipitations solides, donc la neige, là, et une hausse des précipitations liquides, et ce pour toutes les saisons et même en hiver. Donc, ce tableau synthèse-là est quand même un bon outil là, pour vous guider dans la prise de décision. Puis sachez que présentement, il est en cours de mise à jour pour, oui, la région de l'Estrie, mais également pour toutes les régions administratives. Le même exercice, le tableau synthèse, va exister ou existe là, pour chacune des régions administratives du Québec. Donc, soyez attentifs là, sur cette mise à jour-là qui va sortir sous peu, notamment avec les nouvelles projections climatiques. Chantal, oui, je voulais juste te dire, pour le sondage, le résultat est dans la conversation. Donc, je ne sais pas si tu veux commenter ou tu veux que je commente. Est-ce que tu le vois?
J'ai juste pas affiché la présentation, là. Déjà, je gère Oui, beaucoup la d'accord. présentation, puis je vous Pas vois de en petit problème. écran, fait que, ouais. Excellent. Ben, je peux faire juste un petit résumé là, Oui, vite vas-y. fait. Ce qu'on Oui, voit là, dans les participants qu'il y a eu, il y a une quarantaine de réponses. Et OK. puis, les choses qui sont les plus marquantes, là, les effets les plus marquants, c'est les redoux hivernaux, précipitations liquides en hiver, feux de forêt. Ouais. Hein, on se rappelle cette année que ça a pu avoir quand même pas mal d'impact. Donc, pour les feux de forêt, il y a 19 personnes sur 40, tu sais, donc à peu près la moitié des gens Mhm. qui ont répondu ça. Pour les précipitations extrêmes, 22 sur 40 et puis redoux hivernaux, 25 sur 40. OK. OK. Ben, c'est ce que je m'y attendais un peu à ces principaux phénomènes climatiques-là ressortir. Puis les feux de forêt, en effet, là, l'année passée, bien que les feux ont eu lieu dans la forêt boréale, on le sait très bien, ça a impacté toute la région de Montréal, notamment avec la fumée, puis ça a tout descendu au niveau du sud. Fait même à l'échelle, même dans l'est du Québec, ça a été touché parfois au niveau des épisodes de feux de forêt aussi, là. Fait que ça me surprend plus ou moins, mais je suis contente là, d'avoir partagé un peu cette information-là. Puis ça nous donne un peu un aperçu de ce qui a été touché au cours des 5 dernières années. Fait que merci Félix, puis je vais te demander peut-être de faire le même exercice d'interprétation pour la prochaine question qui va arriver tantôt. Fait que maintenant, là, on vient de voir un peu que les changements là, de température, de précipitation vont entraîner quand même des répercussions aussi très bien autant sur les inondations, les sécheresses et tout ça va entraîner des conséquences qui vont être parfois là, irréversibles là, pour les régions et les secteurs touristiques si des actions d'adaptation ne sont pas mises de l'avant. Donc, toutefois, ce qu'il faut considérer, c'est que les régions touristiques et les secteurs d'activité vont être touchés différemment selon les milieux de vie et les réalités régionales. Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans les prochaines diapositives. Par exemple, au sud, dans les régions urbaines comme Montréal ou Québec, ben, des épisodes d'événements extrêmes, on s'attend à des épisodes des événements extrêmes plus fréquents, pardon, comme les canicules et les fortes pluies. Puis ces événements-là peuvent avoir un impact sur la santé et la sécurité des visiteurs hein, et des clientèles, puis de constituer aussi un défi là, dans la planification des activités pour vraiment garantir l'offre et une expérience client satisfaisante, notamment pour tout ce qui est festivals, événements et activités extérieures liées au tourisme urbain. Maintenant, si on se dirige un peu plus en maritime, donc dans les régions le long du Saint-Laurent, comme le Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord ou la Gaspésie, ben, sont touchés par l'érosion et la submersion côtière. Ça fait régulièrement les manchettes. Hein? Donc, les dommages aux installations, aux infrastructures qui sont situées le long de la côte, qui est occasionnée notamment par l'érosion et la submersion, peut entraîner une baisse de l'attractivité d'un lieu et de la qualité même de l'expérience client si on pense à toutes les activités associées au tourisme maritime et côtier. Et on a au centre la forêt boréale. On a entendu parler là, au cours de la dernière année qui est très vulnérable aux feux de forêt. Donc, toute la perte des attraits naturels, le dommage aux infrastructures touristiques par un changement, notamment dans le régime des feux, a vraiment des répercussions là, sur toute l'offre touristique qui est liée dans ce cas-ci au tourisme nature-aventure. Puis maintenant, si on regarde un peu plus au nord, ben pour les régions du nord du Québec, dans ce cas-ci, eux autres, ils font face à une hausse rapide des températures. Puis là-bas, ben, ils sont en présence du pergélisol. Hein, donc, il y a une accélération du dégel du pergélisol. Donc, toutes les activités associées au tourisme nordique pourraient être touchées parce qu'il y a des dommages aux infrastructures, puis pour avoir un accès limité au territoire en raison notamment de l'instabilité là, du bâti sur un sol qui reste habituellement gelé toute l'année. Donc, vous voyez que les impacts du secteur touristique varient vraiment d'une région à l'autre. Mais qu'en est-il spécifiquement là, au niveau des entreprises? Donc, les impacts des changements climatiques sur les entreprises se matérialisent, je vous l'ai dit tantôt, sous forme de choc et de stress. Donc, les événements météorologiques extrêmes comme les fortes pluies, les vagues de chaleur représentent vraiment des chocs
pour une entreprise, puis les tendances climatiques sur le moyen long terme, comme une hausse graduelle des températures, représentent un stress sur le moyen long terme d'une entreprise, donc présentent aussi des risques pour toutes les entreprises. Donc, il faut vraiment considérer ces deux éléments-là quand on veut s'adapter, donc autant les chocs que les stress. Puis parmi les risques auxquels les entreprises font face, il y a des risques qu'on appelle plus directs, notamment sur les installations. Par exemple, si vos bâtiments viennent inonder après une forte pluie. Ou il peut y avoir également des risques sur les chaînes d'approvisionnement, notamment s'il y a une interruption de la livraison des fournisseurs en raison de routes endommagées ou fermées là, suite à des inondations. Ou il peut même avoir des risques liés à la santé et à la sécurité de vos employés en raison notamment de leur exposition à des vagues de chaleur. Donc ça, c'est les risques directs auxquels les entreprises font face. Il y a également des risques indirects et ces risques indirects-là peuvent même être à l'échelle mondiale, notamment si on pense à un contexte économique difficile ou même liés à l'expédition et à la distribution, par exemple, par des modifications des routes commerciales. Ou pour certaines entreprises, c'est l'accès aussi aux ressources naturelles qui peuvent être également un risque. Par exemple, pour le secteur touristique, toute la question de la disponibilité de l'eau en contexte de pénurie d'eau potable, lorsqu'il y a une période de fort achalandage touristique, peut vraiment constituer un enjeu. Fait que c'est tous ces éléments-là qu'il faut considérer lorsqu'on regarde un peu l'éventail de risques auxquels une entreprise doit faire face. Puis ces risques-là, ben, ça entraîne des répercussions financières, hein? Donc, on entend une réduction de revenus, par exemple, s'il y a des pertes liées aux interruptions d'activité. Réduction de la productivité. Les employés qui sont exposés à des vagues de chaleur sont beaucoup moins productifs, hein. Une augmentation des coûts d'exploitation, notamment si on est toujours en période de canicule, bien, au niveau de l'énergie, ça demande un petit peu plus une augmentation des coûts à cet égard-là. Et même une augmentation des dépenses en capital si vous devez faire des réparations à des infrastructures endommagées ou même le déménagement temporaire ou même permanent de ces infrastructures-là. Puis finalement, les assurances, hein. Donc, il y a une augmentation au niveau des coûts des assurances qui peut entraîner vraiment des répercussions importantes au niveau des entreprises. Donc, avant d'enchaîner sur le prochain bloc sur l'adaptation, on voulait vous sonder à nouveau. Charlotte, je vais te demander d'activer le sondage en ligne. Donc, est-ce que, par rapport à ce que je viens de vous présenter, est-ce que votre organisation, votre entreprise est-elle prête à affronter les conséquences des changements climatiques? Donc, on vous invite à répondre à cette question-là à partir de vos expériences puis vos connaissances au sein de votre organisation. Félix, est-ce que le sondage est lancé? Oui, le sondage est lancé. On a 9 réponses, 17 réponses, donc ça arrive pas tranquillement. Je pourrais faire un petit topo dans quelques secondes, 29 réponses. Donc, je pense que tout le monde voyait un peu là, au fur et à mesure que ça s'inscrit. Il y a juste Chantal, malheureusement, la personne qui en a le plus besoin, qui ne l'a pas. Mais là, on va pouvoir lui faire un petit topo. Ça dit quoi rapidement, là, comme Oui, ben tendance? c'est pas mal non, pas vraiment à Non, 55 pas vraiment. Ouais, sur la ouais. quarantaine. Donc, la plupart des gens se sentent pas tout à fait prêts à affronter ça, hein. C'est une nouvelle réalité. En effet. En effet. Fait Puis, que par il y rapport a à ça. 40% qui disent oui plutôt. Donc, c'est intéressant. OK. Donc, peut-être certaines entreprises qui ont déjà un plan de tourisme durable ou qui sont déjà dans une démarche, soit de leur côté ou dans une démarche régionale ou sectorielle. Ouais. Fait que c'est intéressant. Ça serait intéressant, en effet, d'en savoir un petit peu plus durant la période d'échange là, pour ceux qui ont répondu de façon un peu plus, qui sont plus prêts par rapport aux autres, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour faire face à l'adaptation au changement climatique, pour faire face au changement climatique. Donc, justement, pour vous guider à relever ces défis-là, pour certains d'entre vous qui ne se sentent pas tout à fait prêts, on va voir un peu ensemble comment, justement, on peut intégrer l'adaptation au changement climatique au sein de votre organisation. Donc, j'enchaîne sur le deuxième bloc.
On vient de voir là, un peu précédemment vraiment que l'adaptation permet de réduire les impacts puis les risques sur une organisation, sur votre entreprise. Mais pour intégrer l'adaptation dans vos organisations, on vous propose une démarche, vous voyez, là, cyclique en différentes étapes, là, qui offre l'opportunité de s'adapter de façon préventive plutôt que de réagir à un événement. En effet, là, les approches un peu traditionnelles en adaptation, c'est qu'on privilégie des actions en réaction au choc, à des événements, à des crises, des événements extrêmes, comme justement des inondations, et ça, sans tenir compte vraiment de l'évolution du climat, hein. Donc, dans certains cas, ces mesures mises en place-là ont fonctionné pour résoudre vraiment les problèmes là, à court terme. Mais à moyen et long terme, ça a été documenté que cette façon de faire-là ne permet pas vraiment de s'adapter à l'évolution du climat, là, ce qui peut causer des problèmes. Donc, c'est pour ça que cette démarche-là permet vraiment plus de prévenir que de réagir ou de mettre un plaster sur quelque chose, là. Donc, on va voir dans les prochaines diapositives un peu les différentes étapes. On va décortiquer ensemble les différentes étapes pour savoir un peu comment faire ce cycle de l'adaptation-là. Donc, d'abord en rouge, vous voyez là, c'est sensibiliser au changement climatique. La sensibilisation, en effet, au changement climatique est un aspect important dans tout ce cycle de l'adaptation-là parce que ça permet notamment une certaine prise de conscience, puis la nécessité un peu d'agir là, vers un passage à l'action, hein. Fait qu'on peut se poser comme question en tant qu'organisation, est-ce que les clientèles, mes employés de mon organisation ont une bonne compréhension de ces changements climatiques-là, puis constatent vraiment la nécessité d'agir. Fait que cette sensibilisation-là est vraiment un élément important, oui, avant la première étape, mais aussi tout au long de la démarche. Donc, c'est vraiment un aspect important à considérer dans l'adaptation. Ensuite, on commence la première étape qui est de reconnaître l'enjeu. Dans ce cas-ci, c'est comprendre les aléas, les impacts, les vulnérabilités de mon organisation. Donc, les questions un peu à se poser là, pour cette étape-là, c'est comment les changements climatiques vont affecter mon entreprise à court, moyen et long terme. En effet, on a vu tantôt que ça varie selon les régions et tout ça. Donc, le portrait est un peu différent selon un peu où on se retrouve au Québec, mais selon aussi notre contexte en tant qu'organisation. Donc, pour faire ça aussi, bien, il est recommandé vraiment de s'entourer d'acteurs, hein, de d'autres acteurs, de d'autres personnes pour acquérir des connaissances, pour approfondir un peu plus sur les impacts, les aléas et les vulnérabilités. Puis ben là, la question qu'on peut se poser, c'est qui les acteurs et les ressources disponibles pour mieux comprendre ces impacts-là. Donc, lorsqu'on a en main ce portrait-là, ensuite de l'étape 1, vient ensuite la période d'analyser les options puis les solutions d'adaptation, qui est l'étape se préparer. Parce qu'il existe vraiment un éventail d'actions à mettre en œuvre pour réduire les impacts au changement climatique. Il peut y avoir des mesures un peu plus structurelles, dites un peu physiques, là, si on pense notamment à la mise en place de structures de protection contre les inondations. Mais il existe aussi des façons de faire, des mesures qui sont non structurelles. Si on pense à sensibiliser les visiteurs sur les bonnes pratiques, si on pense à développer l'offre d'activités sur 4 saisons, si on pense même à revoir son modèle d'affaires pour intégrer les changements climatiques. Ça aussi, c'est des mesures, c'est des actions d'adaptation au changement climatique. Donc, parmi ce vaste éventail d'actions-là, il faut à cette étape-ci prioriser un peu sur quelle action qu'on va faire parce que c'est vraiment pas possible de tout faire en même temps, là. À un moment donné, on manque de ressources aussi. Fait qu'il faut voir un peu de quel bord on prend le problème. Donc, la question un peu à se poser, c'est quels sont les enjeux à prioriser, puis ensuite, quelles sont les actions à prioriser en fonction de ces enjeux-là. Donc, première étape, deuxième étape, on passe à la troisième étape. Donc, lorsqu'on a priorisé et sélectionné les actions, bien là, c'est la mise en œuvre. Puis, la mise en œuvre nécessite quand même une bonne planification, là. Donc là, c'est comment on met en place ces actions-là. Encore, on revient aussi à la question des acteurs, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, quels sont les acteurs qui peuvent collaborer pour cette mise en œuvre des actions identifiées et comment faire le suivi aussi de ces actions-là pour évaluer aussi leur efficacité. Il ne faut pas nécessairement mettre en place une action, mais il faut voir aussi si elle fonctionne bien dans le temps.
Puis on arrive à notre 4e étape, qui est de s'ajuster. En fait, là, on évalue un peu les résultats obtenus de l'action qu'on a mis en place, puis ça demande peut-être des ajustements en fonction notamment des effets escomptés. Fait que là, on peut se poser comme question, bien, quelles sont les retombées des actions mises en place? Quelles sont les leçons apprises aussi par la mise en œuvre de ces actions-là? Puis, est-ce que les actions choisies doivent être modifiées ou remplacées? Donc, vous voyez là que l'adaptation au changement climatique, c'est pas un dossier là, qu'on peut classer ou archiver après la mise en place d'une action. C'est vraiment une démarche là, itérative, flexible, qui demande des ajustements là, selon vraiment un apprentissage collectif là, pour tirer vraiment des bons coups, mais surtout d'éviter de reproduire des erreurs, puis aussi d'évoluer en fonction des nouvelles connaissances, notamment sur le climat, parce qu'on sait très bien que les connaissances sur le climat évoluent assez rapidement. Hein. Donc, cette façon de faire qu'on vous propose, là, cette démarche-là, permet également d'éviter la maladaptation, hein, parce que des fois, on peut mettre en place une action, mais ça peut créer des problèmes ailleurs. Fait que ça, c'est important aussi à considérer. Donc, cette démarche-là permet ça et permet aussi de générer des bénéfices. Hein. Parce qu'en effet, de manière générale, au Canada, investir 1 $ en adaptation rapporte 15 $. Donc, c'est quand même intéressant. Puis de là découlent ces bénéfices-là, des bénéfices indirects estimés autour de 10 $. Donc, on pense ici des bénéfices indirects, qui est d'éviter les coûts liés à la baisse de production notamment ou liés à la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Puis on estime autour de 5 $ des bénéfices directs, notamment par la réduction des coûts pour réparer ou remplacer des infrastructures. Donc, économiquement, il y a des bénéfices. Mais aussi pour le secteur touristique, il n'y a pas que des bénéfices économiques. Hein? Parce qu'en tant qu'entreprise, s'adapter peut être aussi attractif hein, pour la clientèle. Parce qu'on le sait très bien, le comportement des clientèles se tourne davantage vers des produits qui prennent conscience un peu plus des changements climatiques, qui intègrent un peu ces aspects-là. Fait qu'il y a un certain changement dans le comportement de la clientèle et s'adapter permet de rester attractif par rapport à ce changement de comportement-là qu'on observe. On peut gagner aussi en compétitivité. Ça nous permet de collaborer aussi avec d'autres acteurs, mais aussi de saisir des nouvelles opportunités d'affaires. Oui, il y a des impacts négatifs sur les changements climatiques, mais des fois, on peut saisir aussi des opportunités par rapport aux effets des changements climatiques. Fait que pour le dernier bloc, justement, on va vous présenter une analyse opportunité, risques et opportunités qui découlent un peu, qui découlent des changements climatiques et ça dans toutes les sphères là, de votre organisation. Donc, on va voir un peu ensemble dans le prochain bloc, cette étude de cas-là. Donc, dernier bloc, l'étude de cas présentée ici, c'est le diagnostic risque et opportunités liées au changement climatique pour le secteur touristique de Québec et de Charlevoix. Vous avez sans doute entendu parler là, de cette étude-là. C'est un projet qui a été mené là, il y a quelques années déjà par la Chaire de tourisme Transat en partenariat avec les acteurs régionaux, dont l'Office de tourisme du Québec et l'Association touristique de Charlevoix, mais aussi les MRC et partenaires de la région. Donc, je vais vous présenter un peu la méthode qui a été utilisée puis quelques résultats, là, parce que c'est assez volumineux comme rapport, puis on va vous inviter à aller le consulter, mais je vais vous présenter juste quelques petits échantillons pour vous montrer un peu jusqu'où on peut aller avec un diagnostic de risques et opportunités dans un secteur touristique. Donc, la démarche méthodologique qui a été utilisée, c'est tout d'abord de faire un portrait des tendances climatiques et touristiques. On l'a vu tantôt, c'est important d'avoir ça comme base pour mieux comprendre quels sont les effets des changements climatiques. Donc, ils ont réalisé un portrait. Ensuite, ils ont mobilisé le milieu. Il y a de vastes consultations des acteurs ont été faites pour aller chercher un peu de l'information également sur les impacts des changements climatiques. Et par la suite, ils ont croisé toute cette information-là pour générer des résultats, les analyser, puis ensuite les communiquer dans le milieu. Ce qui est important également de mentionner, c'est que tout au long de la démarche, il y a un engagement des parties prenantes qui ont permis de mettre en place tout un processus d'accompagnement pour assurer justement
cette mobilisation-là, puis de favoriser notamment l'appropriation des connaissances. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, tantôt, il y a plusieurs résultats là, qui découlent de ce projet-là. Donc, je vous invite à consulter vraiment l'étude, mais les prochaines minutes, je vais vous montrer un petit échantillon de ces résultats-là en fonction de ces 3 blocs-là au niveau du cadre méthodologique. Donc, portrait des tendances climatiques, vous avez un aperçu de ce qui est ressorti au niveau de l'évolution du climat, dans ce cas-ci pour la région de l'étude qui est dans Charlevoix. Donc, comme je mentionnais, c'est vraiment important de faire là, un portrait du climat là, dès les premières étapes du processus, puis ça permet de générer des tableaux synthèse ici des différentes tendances climatiques et ça selon les saisons. Lorsqu'on réalise un portrait climatique, c'est important de se référer aussi à des plateformes de données climatiques pour obtenir ces résultats-là. Hein. Puis, Ouranos, on a un portail notamment de données climatiques qui s'appelle Portrait climatique, qui est un bon outil pour aller chercher cette information-là. On offre notamment une information qui est spécialisée sur l'ensemble du Québec, mais aussi selon les régions administratives. Donc, ça permet justement de visualiser soit les moyennes historiques que je vous ai montrées un peu tantôt, ou celles qui sont projetées à l'aide de différents modèles, et ça sous plusieurs formats. Là, vous avez un exemple ici de carte qui peut être générée, de graphiques également de séries temporelles, puis même on peut générer des tableaux synthèse. Puis c'est même également là, possible de télécharger les données puis les figures qui y sont générées. Fait que c'est vraiment un outil de référence quand vous êtes rendu à faire des portraits climatiques pour aller chercher l'information. Comme je mentionnais tantôt, une des deuxièmes étapes qui est importante, c'était la mobilisation puis la validation. Donc, il y a eu vraiment une consultation avec les acteurs du milieu. Des ateliers participatifs ont été réalisés, des entrevues semi-dirigées auprès des gestionnaires ont été réalisées, des sondages également auprès des organisations touristiques et des clientèles ont été réalisés. Et tout ça a été croisé, en fait, le croisement des tendances climatiques, qui est la première étape, à l'information récoltée par les acteurs à la deuxième étape, a permis de réaliser cette matrice de risque-là là, que je vous présente, qui est une matrice de risques et opportunités futures. Dans ce cas-ci, l'exemple, c'est pour le printemps, pour la région de Charlevoix. Donc, cet exemple-là montre que les activités qui sont dépendantes des saisons, comme le camping, le golf, le plein air ou les sports de glisse, peuvent être à risque à des phénomènes climatiques, donc les éléments en rouge, mais peuvent aussi être une opportunité, donc les éléments en vert. Par exemple, l'exemple ici, là, si on prend le premier phénomène climatique, qui est la hausse des températures moyennes annuelles, dans ce cas-ci, pour la région de Charlevoix, ça peut être un risque pour les sports de glisse parce que notamment, il y a une diminution de la qualité des conditions de glisse. Hein. Mais une opportunité aussi pour les activités, pour les autres activités, comme pour le camping, le golf, puis le plein air. Puis on a peut-être même un exemple assez récent dans votre région. J'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui ont joué au golf cette semaine, un 26 ou un 27 février. Donc, c'est des opportunités un petit peu à saisir, un peu en lien par rapport à ça. Quand ta station de ski est fermée, diversifier ton offre puis de saisir cette opportunité-là pour dire, OK, on est agile, on ouvre pour les golfeurs, il fait très chaud, il fait 15 degrés, on invite les gens à venir skier. Fait qu'il y a quand même des opportunités, pas à venir skier, mais à venir frapper des balles. Fait que c'est vraiment de cette façon-là aussi qu'il faut être agile, puis tout ça, puis de revoir un peu son modèle d'affaires en fonction, notamment des phénomènes climatiques auxquels les secteurs touristiques font face. Et à partir justement de cette matrice de risque-là, le projet a permis de prioriser les enjeux, puis de là a découlé justement des recommandations d'actions associées à ces différents niveaux d'opportunités et de risques-là. Donc, pour chaque niveau, il y a une recommandation d'action qui a été proposée. Par exemple, au niveau, si on regarde au niveau des opportunités élevées, là, c'est peut-être de revoir mon modèle d'affaires hein, pour vraiment saisir les opportunités, là, puis intégrer les changements climatiques. Puis si on regarde au niveau du risque élevé, là, on gère vraiment le risque pour essayer d'atténuer le plus possible les impacts. Donc, ça donne vraiment un aperçu un peu des résultats puis une façon de faire pour
justement obtenir l'information puis mettre en place des actions plus en prévention qu'en réaction. Puis encore une fois, là, je vous invite à aller consulter l'étude pour en savoir un peu plus. Toutefois, là, juste avant de terminer, là, je veux vous partager des leçons apprises de cette étude-là parce que ça permettrait de vous guider là, dans votre préparation d'action à l'adaptation au changement climatique. Donc, ce qui se dégage un peu comme retombée ou même comme facteur de réussite qu'on pourrait dire à cette démarche-là, bien, qu'est-ce qui est important à retenir, c'est les connaissances stratégiques. Hein? En effet, là, le portrait climatique que je vous ai montré, la matrice de risques et opportunités, le tableau des recommandations favorise vraiment une prise de décision un peu plus éclairée hein, en adaptation au changement climatique et ça pour différentes échelles. Hein. Ça l'a été pour les PME, pour une destination et même pour les organismes en développement et en développement économique régional. Le partage des expertises aussi est très important, notamment la clé là, pour s'adapter parce que ça permet vraiment une prise de conscience collective des enjeux. Puis on apprend aussi les uns des autres, là. Donc on apprend les bonnes pratiques, mais on apprend aussi des choses à éviter ou à reproduire, des éléments qui ont moins bien fonctionné. Donc c'est vraiment important. Puis ensuite, collaboration, responsabilité partagée, bien, ce portrait-là vraiment a servi de base à la discussion pour la poursuite d'initiatives en adaptation au changement climatique. Le secteur, on le sait, a utilisé certaines recommandations puis certains enjeux qui sont ressortis de ça pour les intégrer dans leur outil de planification. Donc, c'est vraiment une bonne base pour s'en servir. Puis, en effet, l'adaptation est une responsabilité vraiment partagée en toutes les organisations parce que ça ne s'arrête pas au secteur touristique. Hein. Il y a plusieurs autres acteurs qui planifient et qui mettent en œuvre des actions en adaptation au changement climatique, si on pense notamment au niveau des organisations municipales. Vous savez, là, il y a, je pense, 2-3 semaines, le gouvernement a lancé un programme qui vise à accélérer la transition climatique là, de son petit nom ATCL, dans lequel où les organisations municipales doivent réaliser des plans climat. Donc, le secteur touristique, vous voyez, là, il y a des organisations municipales qui vont mettre en place, qui vont planifier, qui vont préparer l'adaptation au changement climatique. Donc, il faut un peu se parler pour voir, puis de colliger un peu nos forces ensemble parce qu'on ne peut pas y arriver non plus seul avec une problématique aussi complexe. Puis, en effet, on a tous un rôle à jouer là, pour soutenir puis accélérer l'action, l'adaptation au changement climatique. Au niveau du secteur touristique, bien, il y a le ministère du Tourisme là, qui, via son plan d'action pour un tourisme responsable et durable, vise à accompagner les entreprises dans l'adaptation et l'innovation à l'égard des changements climatiques. Du côté d'Ouranos, de notre côté, comme au BNL, Organisme Frontières, ben, le ministère du Tourisme nous a confié un mandat, notamment pour soutenir l'adaptation au changement climatique dans le secteur touristique. Et vous avez les associations touristiques régionales et sectorielles qui préparent, qui planifient l'action dans le cadre d'outils de gestion comme les planifications stratégiques et accompagnent les membres, donc les entreprises, vers le passage à l'action. Donc, pour les entreprises, on invite à contacter justement les associations touristiques pour lesquelles on travaille de pair avec eux là, pour mieux planifier puis préparer l'action en adaptation au changement climatique via notamment le mandat que le ministère du Tourisme nous a confié. Donc, je vais m'arrêter ici. C'est ce qui termine un peu ma présentation. Ben, j'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de ce qu'est l'adaptation au changement climatique et comment l'intégrer au sein de vos organisations. Fait que Félix, là, je vais te passer la parole pour poursuivre puis animer aussi la période d'échange, puis je vais arrêter mon partage d'écran. Excellent. Merci beaucoup, Chantal, pour cette présentation très intéressante, très pertinente pour tout le monde dans la salle, si on peut dire, et puis pour nous aussi, là, de notre côté, vraiment. Alors, j'aimerais vous remercier. Avant de passer à la séance de questions, j'aimerais vous remercier de votre participation, un grand nombre. Vraiment, on voit qu'il y a de l'intérêt pour ce sujet-là, qu'il y a une motivation. J'aimerais remercier encore une fois Ouranos et Chantal et son équipe pour toute cette présentation et toutes ces informations.
J'aimerais vous inviter aussi aux 2 prochains événements de la plateforme Espace DD. Donc, il y aura une formation sur la gestion des matières résiduelles en entreprise. Donc, c'est encore quelque chose de base, un peu quand on pense à développement durable et tout ça, mais c'est encore quelque chose qui est pas évident à maîtriser. Donc, ici, on va vous donner quelques trucs là, pour pouvoir faire ça. Il y a aussi une conférence que j'animerai sur le fleuve Saint-Laurent, patrimoine vivant. Donc, l'idée de faire un petit tour là, sur la beauté du fleuve, ses habitants, sur le patrimoine économique, le patrimoine historique qu'on a aussi à travers le fleuve. Donc, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on fait du DD dans nos entreprises. Ben, c'est entre autres pour protéger le fleuve Saint-Laurent. Donc, un des exemples qu'on peut avoir. Ensuite, je voudrais vous prendre un petit moment pour vous parler d'un projet qui s'en vient. Donc, il y a des cohortes en adaptation climatique pour les entreprises touristiques qui s'en viennent de notre côté. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces cohortes-là seront gratuites. Il y aura même un dédommagement salaire pour les gens qui viendront aux rencontres. Donc, c'est organisé par Radar Service Conseil et la coopérative NISCA, qui est un spécialiste là, en animation participative, en démarche de consultation, en gestion du changement. Donc, on fait ça conjointement. Également, ben, ça commencerait normalement autour du mois d'avril. Donc, il y aura une cohorte qui va commencer là et d'autres cohortes qui suivront. Donc, 3 ou 4 cohortes probablement seront réalisées. Et puis, bon, qui est visé les entreprises touristiques pour créer des cohortes sectorielles ou régionales selon un peu les demandes qu'on aura. Donc, en fait, on voulait aujourd'hui un peu sonder votre intérêt et puis je vous invite à écrire à Jean-Pierre Gouin, directeur général ici chez ADER, pour qu'il puisse vous en parler un peu plus, puis vous mettre là, dans la liste des gens potentiellement intéressés à participer à ce projet-là. Alors, vous recevrez tous un courriel là, après cette présentation-là, d'ici quelques jours, qui vous donneront ses coordonnées et puis qui vous rappelleront brièvement ce projet-là. Donc, pas besoin de noter ça tout de suite et d'envoyer votre courriel, ça viendra. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous présenter ici. On serait rendu à la séance de questions. Donc, pour ceux qui nous quittent, ben, merci d'avoir été là encore une fois. Et puis, pour ceux qui restent, eh bien, on va pouvoir bénéficier un peu de cette séance de questions. Et puis, je vais essayer d'aller voir dans le chat les questions. Peut-être qu'on pourrait aller prendre en premier, peut-être ici. Et puis ensuite, on pourrait aller un peu par... vous pouvez lever la main pour vous mettre dans les priorités là, qu'il y ait des tours de parole. Alors, peut-être, Charlotte, tu peux m'aider un peu à identifier les questions. Je crois que ça remonte un peu plus loin. Ouais. Ah oui, OK, il y avait une question d'Aurore ici. Donc, c'était par rapport au diagnostic qu'on a vu tout à l'heure. Ça a été fait selon les secteurs d'activité pour identifier les opportunités. Elle se demandait s'il y avait eu des croisements euh, et des opportunités entre les secteurs d'activité transversales. Wow! Je ne suis pas sûr que j'ai bien expliqué la question. Peut-être, Aurore, Ouais, si non. tu veux préciser. OK. En fait, en lien avec l'étude que vous avez faite avec Tourisme Charlevoix, mais Annie, elle en a répondu un petit peu à la question. Je voulais savoir si justement l'étude avait été faite par secteur d'activité. Puis j'avais vu un petit peu, là, tu parlais de golf, activités de plein air, là, par rapport, j'imagine, ce sont des secteurs qui ont été identifiés par les parties prenantes là, de l'étude, mais que s'il y avait eu dans cette étude-là des opportunités là, de croisement, tu sais, quand on parle les opportunités que tu mets en avant là, de comment on peut s'adapter, mais tu as un secteur d'activité, mais s'il y a des choses qui peuvent être transversales à d'autres secteurs d'activité parce que ça a été des bons coups, puis que ça peut se transférer autre que dans ce secteur d'activité-là. Exemple, une mise en place de quelque chose dans un camping, mais tu sais, ce qui a été mis en place peut se transférer à un autre secteur. C'était là plus ma question pour optimiser le transfert de connaissances plutôt que par sectoriel. Oui, ben en effet, c'est une bonne question. Puis là, je viens de vous mettre le lien dans la zone de clavardage qui vous mène vraiment vers la fiche projet puis éventuellement le rapport. Fait que vous pourriez aller le consulter. Sur l'exemple que je vous ai montré, c'est vraiment par secteur. Mais je pense que les recommandations du rapport, les constats globaux peuvent s'appliquer
aussi pour d'autres secteurs que ceux que j'ai montrés, puis de façon davantage transversale, comme vous le mentionnez, là. Fait que, comme je le disais, c'est vraiment un petit échantillon que j'ai été chercher, puis même le tableau, c'était uniquement pour la saison du printemps pour ces secteurs-là. Fait qu'il y a une panoplie de d'autres résultats dans ce rapport-là. Puis les recommandations, en effet, peuvent être transposées pour d'autres secteurs également, là. C'est assurément, là. Excellent, merci. Donc, je vous invite, là, les gens qui ont des questions, à lever la main, un peu comme je le fais maintenant. Donc, en haut de l'écran, vous avez tout simplement une belle main qui vous salue et qui vous invite à taper dedans pour poser votre question. Alors, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres questions dans le chat. Si on en a manqué, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse échanger là-dessus. Et puis, donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main et puis on pourra voir comment vous répondre. J'avais vu peut-être une main levée. Je l'ai-tu vu? Non, je l'ai pas vu. Oui, c'était Aurore là, qui OK. s'était avancée là, pour préciser sa question et puis compléter. Fait que ça Ouais, s'est pas mal, fait. En fait, Donc, j'en avais une autre, parce que là, je complétais, mais c'était une autre question et ça a coupé un petit peu pour moi. Oui, désolée, là, je suis dans un endroit où l'Internet n'est pas très bon, donc c'est pour ça que ma caméra ne fonctionne pas. Est-ce que vous m'entendez bien? oui. OK. Ben oui, j'avais une autre question. Ben, c'était plus un suivi par rapport à l'annonce que tu viens de faire, là, Félix, au niveau des cohortes en adaptation au changement climatique. Ben, là, je vais prêcher pour ma paroisse dans notre région. C'est une excellente nouvelle, là. Justement, on doit s'asseoir avec Jean-Pierre pour en discuter, mais de relier ça justement au niveau du plan de destination, au niveau des cantons de l'Est, on a un axe complètement pour soutenir et aider nos entreprises d'adaptation au changement climatique. Donc, moi, je trouve que là, on vient de mettre une action un peu plus concrète là, qui va s'en venir, en plus de ce que Chantal a mentionné, Ouranos va accompagner les ATR là, dans leur expérience ou leur expertise là, pour la planification d'actions concrètes. Donc, tout est interrelié et je suis bien contente. Excellent. Ben, merci beaucoup, Aurore. Ça va être vraiment intéressant de pouvoir avoir des accompagnements à ces deux niveaux-là avec les associations et avec les entreprises directement aussi. Fait que ça va être, je crois qu'on va pouvoir s'adapter tranquillement vraiment à cette nouvelle réalité-là ou continuer de le faire pour ceux qui ont déjà commencé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une autre question, peut-être, dans les 40 participants qui restent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une précision ou une question un peu en particulier là, sur la présentation? Ben, moi, j'aurais peut-être une question. Ah oui. Ben oui, si on revient justement au résultat de la deuxième question, on disait qu'il y a quand même 37% qui mentionnaient qu'ils se sentaient plutôt prêts face au changement climatique, aux conséquences. Donc, j'aimerais entendre un peu ces personnes-là pour savoir un peu ce que vous avez fait pour vous adapter. On a une première intervention. À toi, Rémi. Oui, je peux te dire, je me suis posé la question en répondant, là, tu sais, mais en fait, c'est pas tant d'avoir fait des actions, c'est de profiter d'une situation privilégiée. On est en campagne, il y a beaucoup de boisés, tu sais, donc on est sur des puits, on est moins dépendant tu sais, des OK. aléas. Fait que, oui, on est un peu près, mais c'est dans le sens parce qu'on est privilégié par notre situation. Beaucoup OK. plus que parce qu'on a mis des choses concrètes en place. Oui. Ben, ça revient un peu à ce que je mentionnais, c'est que les impacts des changements climatiques sont vraiment variables selon un peu le contexte où on est puis la région où on est. Fait que vous êtes vraiment la démonstration ou que oui, ça varie d'une région à l'autre, puis en fonction un peu de sa situation. Puis je vois une autre main levée de Pascal. Oui, ben moi aussi, c'est un petit peu la même situation. Tu sais, on fait du plein air en été, en hiver. Là, la saison, l'hiver, il va finir au mois de février, c'est n'importe quoi, mais ça va nous permettre, là, l'été, on va se mettre au vélo de montagne plus tôt, peut-être. Ouais. Donc, c'est plus une question d'avoir, comme Rémi, un peu de chance dans tout ça. J'aurais quand même pris une option entre les deux, entre être prêt puis pas du tout, là, à Ouais. dire OK. on va se positionner puis on peut surfer un petit peu là-dessus. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire. Là, par exemple, là, justement, là, je fais
une demande de subvention pour un équipement qui nous permettrait de recycler la neige pour le ski de fond puis nous offrir plus de journées de ski de fond. Parce que là, cet hiver, on a eu entre autres presque 14 jours au mois de février sans une miette de neige. Fait que là, c'est sûr que c'est difficile quand tu n'as rien pour recycler la neige. Fait qu'on essaie de s'adapter. Puis comme je disais, là, on a la chance de travailler sur les 2 saisons. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, j'en comprends que vous le faites de 2 façons, autant au niveau de vos installations, à l'aide de façon de faire, d'un peu d'innover un peu là-dedans, là, puis être proactif, mais aussi d'être agile dans la planification de vos activités, justement ouvrir peut-être un peu plus tôt la saison de vélo, puis tout ça, là. Donc, il faut avoir une certaine agilité aussi là, de ce que j'entends dans ce que vous dites. Tout à fait, tout à fait. Puis j'aimerais peut-être aussi, là, je vois qu'il est 13h02, là, mais les non pas vraiment, j'aimerais savoir pourquoi ou si ils se sentent pas prêts. Ils sont plus timides, ceux-là. Hein? C'était 24 Ouais. personnes tout à l'heure qui ont dit non, pas vraiment, mais ils sont plus timides. Peut-être qu'il reste juste les oui plus tôt, en fait, en ce moment. Mais est-ce que quelqu'un voudrait parler un petit peu pourquoi il ne se sent pas vraiment en mesure là, de faire face au changement climatique et puis d'être en mode adaptation climatique? Oui, on aurait ici une personne qui va intervenir. Donc, je ne vois pas le nom, mais Administration Parc et Mer. Oui, Si vous voulez Anne-Marie de chez Parc et Mer. Ben, moi, je suis une de celles qui a répondu non, pas vraiment, dans le sens où, tu sais, nous, on est un petit organisme à but non lucratif, donc on a les moyens qu'on a. Puis, on est situé en bordure directe du fleuve Saint-Laurent. Fait que, tu sais, nous, l'érosion, ça nous touche directement, puis on le voit d'année en année, on perd du terrain. Donc, quand je dis, tu sais, oui, on le constate, mais, tu sais, premièrement, c'est même pas notre propriété. Donc, c'est rendu là, c'est au niveau gouvernemental qu'il doit y avoir quelque chose de fait. Fait que, tu sais, nous, petit OBNL, on a beau constater le problème, puis lever la main, puis dire à la municipalité, on perd du terrain, mais après ça, s'il n'y a rien qui est fait, ben, tu sais, malheureusement, ben, nous, on fait juste, en fait, s'adapter, puis se dire, ben, quand cette portion de terrain-là ne sera plus, ben, on va reculer nos installations, tu sais, on va reculer nos activités plus près des terres et c'est tout. Fait que moi, c'est dans ce sens-là où je disais que non, pas vraiment, on n'est pas vraiment prêt à ça. Puis je sens aussi dans ce que vous dites qu'on dirait que vous vous sentez plus ou moins appuyé un peu là-dedans, mais que, tu sais, pour connaître beaucoup la problématique de l'érosion de la submersion côtière, pour avoir travaillé dans l'Est du Québec pendant de nombreuses années, c'est sûr que le retrait, un peu d'infrastructure un peu plus vers l'intérieur des terres, c'est une façon qu'on fait de plus en plus. Parce que, notamment, je parle aussi de la Madeleine aussi, là, ou à quelques secteurs en Gaspésie, ou des restaurations d'habitat, puis tout ça pour garder un peu la côte un peu plus résiliente, puis être capable d'encaisser justement des phénomènes extrêmes d'érosion de submersion côtière pour que la côte puisse un peu elle aussi, là, la côte, il faut qu'elle s'adapte, hein? Oui, c'est par ça. rapport à ce qui se passe. Fait qu'il faut lui donner de l'espace un peu pour qu'elle s'adapte aussi. Fait qu'il y a beaucoup cette philosophie-là là, qui est en train de se faire là, dans l'Est du Québec. Là. Oui, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, non, on n'est pas appuyé dans le sens où est-ce que c'est très inaccessible, tu sais. Moi, j'ai pas un numéro au ministère de l'Environnement où je peux appeler pour leur dire, pour discuter avec quelqu'un pour lui dire, OK, c'est important, là, comme il faudrait s'occuper de notre petit village, Mont-Louis, alors que toutes les côtes, toutes les côtes sont en érosion. Je pense que nous, on a décidé de prendre la position plutôt résiliente de se dire, ben, on va être, oui, en réaction, peut-être, tu sais, pas, on sera pas en choc parce que, ben,
on est conscient de la situation, puis on la voit, mais on va être résilient, puis on va au pire réduire les activités, réduire le nombre de terrains, tu sais, fait qu'on va juste être plus à l'écoute, en fait, de la nature. Vous avez un magnifique camping en passant, j'y étais à quelques reprises. Merci. Excellent. Il y aurait une autre intervention, Marie-Josée, à vous? Oui, moi, je vais dire bonjour à ma collègue du côté nord de la Gaspésie. Moi, je suis du côté sud de la Gaspésie. Donc, je rejoins ces constats aussi. Moi aussi, je suis en bordure de mer, pas trop loin. Et moi, pour compléter l'intervention, je dirais qu'actuellement, je ne sens pas qu'on a une structure de concertation intersectorielle dans notre région. Fait que pour moi, mettons, actuellement, je fais partie d'une cohorte en développement durable avec Tourisme Gaspésie, bon, dans notre région. Mais pour moi, là, le changement climatique, c'est le ministère des Transports, c'est à plein niveau que ça se joue, puis je ne sens pas de plan d'action concerté. Je trouve ça un peu préoccupant. Je sens qu'actuellement, les actions sont plus en réaction qu'en amont dans une planification bien réfléchie, puis qu'on soit vraiment solidaire d'action. Là. Vraiment, je regarde juste au niveau de la chaîne d'approvisionnement en Gaspésie, on est très exposé au transport lourd. Mais il y a très peu de volonté politique d'agir à ce niveau-là. Bon. Alors, c'est comme ça, parce que ça fait 100 ans que c'est comme ça, puis c'est comme ça. OK. Fait que c'est quand est-ce qu'on va sentir vraiment une volonté politique solide avec des ressources en place qui travaillent spécifiquement sur ce dossier-là? Je te dirais que je suis un petit peu désillusionnée actuellement par rapport à ce dossier-là spécifiquement. Là. Ça fait longtemps qu'en Gaspésie, on parle de l'érosion des berges. Oui. Ben, comme moi, en face d'ici, là, ça fait depuis 2015, exemple. Puis jusqu'à date, il s'est passé 0. Fait que là, tu sens pas, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de subvention. Les municipalités sont très, très petites, avec de faibles moyens, puis des personnes, malheureusement, qui manquent de compétences. Quand on est dans une municipalité de 1200 habitants, on s'entend qu'on n'a pas beaucoup de spécialistes. Tu sais. Fait que là, puis ils n'ont pas le temps de porter ce genre de dossier-là. Fait que sans vouloir être défaitiste, mais je pense qu'il y a urgence d'agir à tes cas. J'aimerais juste rebondir sur votre intervention là, avec 2 éléments. Une chose, le gouvernement a mis en place la structure des bureaux de projet au niveau de l'érosion et de la submersion côtière, fait qu'il devrait avoir une concertation régionale là, qui devrait arriver prochainement, là, si c'est pas. C'est en train de se mettre en place. Là. Puis, je vous inviterai aussi, j'ai entendu qu'il va y avoir le forum régional en adaptation au changement climatique à Passepébiac le 1er mai pour la région de la Gaspésie, qui est organisé par le CRE, par le CIRAD, puis là, il va y avoir les gens du ministère de la Sécurité publique, du MTQ, fait que je vous invite à y participer, puis vous allez avoir vraiment tout ce monde-là pour voir un peu ce qui se fait au niveau des enjeux par rapport au changement climatique. Merci, oui, j'avais vu ça passer. J'aimerais répondre aussi un peu à votre question. Je sais que pour les municipalités, là, il y a l'Union des municipalités du Québec qui lance aussi des cohortes pour accompagner les municipalités. Donc, il y a une première cohorte là, qui commence bientôt. Il parle déjà de la deuxième cohorte et tout ça. Il y a tout un mouvement justement qui va encourager de manière plus évidente et plus efficace là, les villes à agir à ce niveau-là. Fait que peut-être que votre ville pourrait participer ou. L'enjeu, il est là. L'enjeu, il est là des manques de ressources, le manque de temps, le manque à plein niveau, et aussi qu'il n'y a pas d'imputabilité dans nos systèmes. Hein. On le voit là, dans pas juste les municipalités là, au Québec. Fait que tant qu'il n'y aura pas d'imputabilité directement liée à puis des plans d'action concrets avec des objectifs, des cibles, etc. Je ne veux pas être négative, mais je sens qu'il faut pas là qu'il y ait un petit peu plus de pression que ça qui se mette là. En tout cas, du moins dans notre région à nous. Bien d'accord avec vous, puis il y a plusieurs choses qui s'en viennent par rapport à ça, mais c'est ça. Ça va jamais assez. On dirait que ça va jamais assez vite que l'érosion ou que les effets finalement. Merci. Excellent. Donc 13h11, je ne sais pas s'il y aurait une dernière intervention ou si ça risque d'être le temps de conclure cette formation. Dernière chance pour une personne motivée
S'il n'y en a pas, peut-être que je pourrais inviter mes collègues, là, Laurence ou Ève, si vous avez un petit mot à mentionner. De mon côté, je pense que tu as dit tout ce qu'il y avait à dire, puis que si jamais il y a des questions, des précisions, on reste disponible évidemment là, au besoin. Excellent, merci. Donc, ben, je crois que c'est le temps de conclure. Donc, merci d'avoir posé vos questions, d'être ici, puis d'être